Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Je fais pas souvent de vidéos bilan, mais comme ça m'a été demandé cette année, je me suis dit ok, on va voir. Puis en plus il se trouve que c'est quand même une année où je pense que j'ai plutôt bien réussi le challenge. J'ai lu au moins un livre dans chaque catégorie, et même plus comme vous allez le voir. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ce petit bilan. J'ai compté en tout depuis le 1er septembre, j'ai lu 37 livres que j'ai compté pour le challenge parce qu'il y en a d'autres que j'ai décidé de ne pas mettre dedans même si j'aurais pu. Donc 37 livres, plus 2 que j'ai en cours en ce moment, 39. Mon côté psychorigide se dit ça aurait été bien d'arriver à 40. C'est pas grave, c'est quand même déjà beaucoup. Je réfléchissais à la manière de vous les présenter et plutôt que de faire par catégorie, cette fois-ci j'ai décidé de faire par couverture. Donc je vais commencer avec les couvertures que j'ai moins aimées et finir avec les couvertures que j'ai le plus aimées. Je trouve ça sympa comme idée, mais je me suis rendu compte en la mettant en pratique que c'était pas si facile de départager une fois que j'avais lu le livre, mon avis sur le livre de la couverture. Donc c'était une réflexion plutôt intéressante. En fait je sais pas si ça vous fait le même effet, mais j'avais jamais réalisé ça. Donc une nouvelle découverte sur moi en tant que lectrice. Donc comme je vous disais, on va commencer avec les romans que j'ai classés par couverture. Et puis après il y aura une deuxième partie pour tout ce qui est lecture graphique. Donc BD, romans graphiques, manga, tout ça ensemble. Donc on y va avec le premier qui était The Honeydonk List. Je suis vraiment pas hyper fan de ce style de couverture là malheureusement, et pourtant j'ai bien aimé le livre. C'était une romance que j'ai trouvé sympa, j'ai aimé les deux personnages qu'on a, le milieu de la décoration d'intérieur slash télé-réalité, leur relation à tous les deux, j'ai trouvé tout ça plutôt sympa. Donc malgré la couverture que je trouve bof bof, c'était une chouette lecture pour le challenge. Ensuite, une autre couverture que je n'aime pas trop pour un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, Les Poisons de Catarse. Je suis pas fan non plus de ce style, en fait j'aime rarement les couvertures où il y a des personnages dessus, à quelques exceptions près comme vous allez le voir. Mais pourtant, j'ai adoré cette lecture. Ça aurait été un coup de cœur s'il n'y avait pas eu quelques remarques grossophobes dans le livre, que je peux pardonner entre guillemets parce qu'il est un peu vieux, mais du coup ça a teinté le plaisir que je prenais dans la lecture. Sinon j'ai adoré, c'est un one-shot fantasy dans un univers qui est hyper intéressant, l'aspect magie, démons, tout ça ensemble, tout l'aspect un peu mythologique ou légendaire dans ce livre est super, les personnages au top, et bien sûr la plume d'Audrey Alouette est génialissime. Donc je pense que ce serait une de mes lectures préférées du challenge pour une des couvertures que j'ai le moins aimée. J'ai ensuite un livre que j'avais en livre audio qui est The Kiss Curse. Donc ça c'est une couverture assez stylisée, mais je trouvais qu'elle faisait un petit peu vide. Ce qui au final va bien avec le style très léger du livre, que je pensais que ça allait être une lecture plus longue ou plus développée. Au final c'était une lecture courte, rigolote, sympathique, franchement ambiance sorcière de petite ville et tout. J'ai fait un vlog où j'en parle plus en détail si jamais ça vous intéresse d'ailleurs. Donc c'était une lecture sympa, la couverture un peu trop simple pour moi. Et en parlant de couverture simple, la prochaine l'est aussi, c'est celle d'Un manoir en Cornouailles, qu'on a lu pour les lectures du clair de lune en septembre, donc ça fait un petit moment. J'aime quand même bien cette couverture par rapport à l'autre. Et le côté doré avec les lapins cachés que je viens tout juste de voir genre live, c'est sympa mais c'est un peu simple pour mon goût personnel. Alors, dans l'absolu je l'aime vraiment quand même cette couverture, mais comparée aux autres elle me parlait un petit peu moins. Plus je la regarde, plus je me pose la question en fait si je l'ai bien placée, parce que c'est quand même cool, c'est les lapins qui font tout. En tout cas, au-delà de la couverture, la lecture était sympa, ça avait un côté un petit peu thriller, mystère, familial, on suivait deux perspectives temporelles, donc je sais qu'il y en a qui l'ont mis dans leur pile à lire du Cold Winter Challenge parce qu'il y a une catégorie, il y a jeu avec les époques, quelque chose comme ça. Lui il va super bien dedans, clairement, cette catégorie avec les deux points de vue dans deux temporalités différentes. Je l'ai vraiment bien aimé, pourtant c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude, mais j'ai trouvé ça intéressant de plonger dans les dynamiques et les secrets familiaux. On continue avec les couvertures plutôt simples, Wicked Beauty, que j'ai lu en septembre aussi et dont j'ai aussi fait un vlog.
Celui-là, je la trouve jolie, genre j'aime beaucoup la couleur verte, la pomme d'or, je trouve que ça parle bien et tout. Mais il y a trop d'écriture partout en fait, genre le titre est énorme, le nom de l'autrice est énorme, il y a des avis partout, je suis comme... Est-ce qu'on peut avoir juste le dessin? Donc c'est mon préféré de Cathy Robert que j'ai lu, il y avait une romance MMF dedans, entre Achille, Patrocle et Hélène. Donc avec ce côté un petit peu inspiré mythologie grecque, qui était sympa. Et j'ai aimé l'histoire, il y avait une compétition dedans, donc ça c'était plutôt cool aussi. Donc ouais, c'était une lecture sympa. Je continue avec les romans, c'est dans le même vlog que Wicked Beauty, je vous avais parlé de Deceived by the Gargoyle. Je l'ai lu en e-book celui-là, et les couvertures de romans c'est rarement ce que je préfère, surtout avec les gargouilles ou comme le style artistique, j'aime moyen. La romance en elle-même je l'ai beaucoup aimée, donc là on était sur du MMMF. Et j'ai trouvé que les personnages étaient hyper attachants, j'ai bien aimé l'histoire, ouais, franchement je pense que c'est une de mes romances what the fuck que j'ai le plus aimé. La couverture, moyen. Mais bon, il y a pire. Et je continue avec Instructions for Dancing. Là j'aime bien la couverture aussi, mais je pense que c'est juste que c'est pas mon style niveau couleur, cette couverture là. Par contre, l'histoire, je l'ai adorée. Une autre de mes meilleures lectures du challenge. Franchement, ce roman m'a brisé le cœur et je m'y attendais pas. Je pensais lire une petite romance autour d'une compétition de danse, mais il y avait beaucoup plus que ça dedans. Et j'ai beaucoup aimé. Bon, couverture moyenne et abandon. Rosie et la bête. Malheureusement, je n'en ai eu qu'une centaine de pages, puis j'étais comme beaucoup trop young adulte pour moi, genre beaucoup trop. C'est censé être une réécriture contemporaine de La Belle et la Bête. Mais voilà, ça n'a pas du tout fait pour moi. La couverture est sympa, mais encore une fois, niveau goût personnel, c'est pas ce que je préfère. Un autre abandon, j'avais pas fait gaffe que je les avais mis ensemble, c'est Le Chien du Forgeron. Pourtant lui j'ai essayé, j'ai lu presque la moitié je pense, mais ça faisait vraiment trop vieille fantasy avec tous les aspects que je n'aime pas de la vieille fantasy dans ce livre-là, notamment au niveau du traitement des personnages féminins. J'étais comme, non, j'ai vraiment pas envie de lire ça. La couverture avait un potentiel avec ce côté qui fait un petit peu celtique, mais pareil, c'est pas mon style favori, c'est un peu trop simple pour mon goût. On continue avec The Witches of Moonshine Manor, que j'avais lu dans le même vlog que The Kiskers et que j'avais pas mal aimé. Là on était avec des vieilles sorcières, genre des octogénaires, donc c'était super sympa. Et il y avait beaucoup de révélations qu'on pouvait pas deviner dans ce livre. Il y en a qu'on pouvait un peu deviner, mais il y en a qu'on pouvait absolument pas deviner à cause de la narration, et ça j'avais vraiment bien aimé. Les personnages étaient chouettes aussi, donc ça avait été une bonne lecture. J'avais juste trouvé que c'était un peu trop on the nose de tout le côté que... Et pourtant c'est très rare que je dise ça, mais tout le côté... Comment les hommes traitaient les femmes, genre je sais pas vraiment envie de dire sexisme, mais... C'était vraiment manichéen d'une certaine manière, les hommes versus les femmes dans cette ville, dans certains aspects, pas dans tout le livre, mais à certains moments, ça j'avais un petit peu moins aimé. La couverture est sympa, mais c'est pas une couverture qui, on va dire, me taperait méga dans l'œil dans un rayon. Genre le titre du livre oui, mais la couverture en elle-même moyen. Mais bon, on est quand même déjà dans les couvertures que j'aime bien. Il y avait juste les premières dont j'étais pas hyper fan. Là elles sont sympas mais sans plus, puis ça va aller de mieux en mieux. Le prochain, A Restless Truth, qui est d'ailleurs la dernière lecture que j'ai finie hier soir et que j'ai adoré. La suite de A Marvelous Light, que j'avais aussi adoré. Je sais pas si je l'ai mis dans mes lectures préférées de 2021, mais c'est possible. Dans ce livre, on est dans une version historique de l'Angleterre au 19e siècle, always, où la magie existe même si elle est secrète, et on va suivre une jeune fille, femme, mode, sur un bateau, qui va se retrouver mêlée à énormément de choses que je peux pas trop vous dire sans spoiler le premier tome, mais notamment à un meurtre. Elle va s'allier avec un lord. J'espère tellement fort que le prochain tome va être sur lui, franchement. J'aime trop son personnage et il me donne de la peur. Donc j'espère vraiment qu'on va l'avoir dans le troisième livre. À lui, à
une autre femme, Violet, que j'ai aussi beaucoup aimé. Il va y avoir une romance entre les deux personnages féminins, il va y avoir de la magie, il va y avoir des courses-poursuites, il va y avoir des secrets révélés, plein de choses. Et tout ça sur un bateau. Donc on a un peu le côté whodunit, le côté tout le monde est pris ensemble dans un lieu et ne peut pas s'échapper. J'ai beaucoup aimé cette lecture et j'ai très hâte de lire le 3e qui je pense sera le dernier tome. Un style de couverture totalement différent. Les Tribulations d'Esther Parmentier, le 2e tome. Et cette couverture là, j'arrive pas à savoir si je l'aime ou pas. C'est vraiment étrange. Parce que c'est pas le style de couverture vers lequel j'irais habituellement. Mais ça marche super bien pour ce livre. Et c'est difficile de le... Je pense que c'est difficile pour moi de le séparer de l'histoire que j'ai adoré. Ce livre c'était un 5 sur 5. C'était tout ce que j'en attendais. Donc une espèce d'enquête paranormale avec un petit peu de romance. En tout cas dans la tête du personnage principal, beaucoup d'humour. Je suis hyper fan et j'ai extrêmement hâte de lire la suite. Je suis contente d'avoir entendu un petit peu pour lire ce 2e tome juste parce que j'aurais moins d'attente avant de lire le 3e. Et il y avait un petit triangle amoureux aussi qui se développait dans celui-là et je suis plutôt fan de ce cas de triangle amoureux. Oups, bon, ça a commencé à se casser la figure. Le prochain livre, La princesse sans visage. La couverture est vraiment sympa. Malheureusement, j'ai moins accroché avec l'histoire. On est dans un univers de féerie, donc vraiment, il n'y a pas d'être humain ou très peu. On est vraiment avec les fées et toutes les autres créatures du folklore. Et notre personnage principal va participer à une compétition pour prendre un des 4 trônes des reines des royaumes. Donc ça avait tout pour me plaire et franchement j'ai beaucoup aimé l'univers, toutes les références à Shakespeare notamment qu'il y avait. Mais malheureusement, j'ai vraiment pas accroché avec le personnage principal et j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose à la plume d'Ariel Holtz qu'il y avait dans les Sœurs Carmine et ses autres livres que j'ai lus. Il n'y avait pas cette espèce d'humour piquant qu'il a d'habitude et j'étais un petit peu déçue par ça. Donc c'était pas une mauvaise lecture mais je pense pas que je continuerai la série malheureusement. On a ensuite Barbarian Mind et Barbarian Lover. Je sais que objectivement c'est pas forcément les plus belles couvertures, mais je les trouve quand même vraiment chouettes, surtout comparé aux couvertures qu'il y avait avant, et j'aime comment elles vont ensemble. On va dire que c'est une note de gros. J'ai quand même des avis un petit peu différents sur les deux. Je vais pas vous cacher que Barbarian Lover, je me souviens plus exactement de ce que j'en ai pensé, mais j'en ai fait un vlog. Par contre, lui, Barbarian Mind, je me souviens que c'est mon préféré de la série pour le moment, parce que la structure était vraiment différente. Il y avait un côté aussi assez particulier avec le personnage masculin dans ce livre-là, et la façon dont l'histoire était écrite aussi changeait de la structure des 3 autres, donc ça c'était cool d'avoir ce changement-là. Donc celui-là, pour le moment, numéro 1, on verra qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure que je continue la série. J'attends qu'ils sortent les belles couvertures justement. Et il se trouve que je pense que c'est aussi ma couverture préférée de la série. Pour le moment dans cette édition là. Donc lui aussi j'en ai fait un vlog, Romance What the Fuck, mais il est toujours en cours de tournage. Je pense que ça va être le vlog qui m'a pris le plus de temps à faire. On enchaîne avec Into the Windwracked Wilds. Vraiment pas facile à dire. Le 3e tome de la série The Up and Under de A. Deborah Baker, aussi connue sous Shannon Maguire. Donc ça c'est une série qui se lirait presque comme du jeunesse mais qui en fait a vraiment beaucoup plus de dimensions quand on le lit en tant qu'adulte. Et je trouve ça super intéressant que l'autrice arrive à faire cet exercice là. On est dans un univers fantasy où il y a 2 enfants de notre monde qui se sont retrouvés bien malgré eux. Un univers où on trouve plein de codes, de contes de fées, de légendes, des personnages aussi qu'on peut reconnaître ou inspirés de personnages d'histoires comme Alice, le magicien d'Oz, tout ça. Dans chaque tome, ils essayent de rentrer chez eux et ça les amène d'une aventure à l'autre. Et j'aime beaucoup ces livres. Le 3e tome n'a pas fait exception. Je l'ai adoré. J'ai très hâte de continuer parce qu'on a des personnages nouveaux qui apparaissent. La couverture, je la trouvais sympa. Mais c'est pas non plus, voilà, on reste que personnellement c'est pas mon style préféré mais je peux reconnaître que c'est une belle couverture. On a ensuite The Very Secret Society of Irregular Witches, une autre de mes lectures préférées du challenge. Je l'ai tellement aimée, ça m'a rappelé un petit peu la vibe
La maison au milieu de la mer céruléenne, mais version sorcière. Au niveau du ressenti qui m'a fait vivre plus que l'histoire, même s'il y a des points similaires dans l'histoire, avec une sorcière qui va éduquer 3 autres jeunes sorcières en secret dans un espèce de manoir isolé, avec une panoplie de personnages assez excentriques et très attachants. Je l'ai trouvé vraiment chouette. Comme vous voyez, j'ai mis pas mal de petits stickers. Post-it. Post-it. Et la couverture, je la trouvais quand même sympa. Je trouve qu'elle retranscrivait bien la vibe du livre. J'aime les couleurs et tout. On a la petite sorcière. Donc ça a un côté, même la couverture a un côté cocooning déjà, je trouve. Donc c'est pour ça que je l'aime vraiment. Le prochain, A Snake Falls to Earth, c'est mon dernier livre audio que j'ai lu pour le challenge, même si je l'avais en copie physique, et je regrette pas parce que le livre audio était vraiment très sympa. Je vois que les couleurs de ma vidéo changent beaucoup, je suis très jeune en ce moment, désolée pour ça. Et là justement, j'aime la simplicité de cette couverture, le côté, bon j'aime pas les serpents vous savez, avec le serpent qui s'enroule là et tout, je trouve que ça correspond bien à l'histoire, et j'ai adoré ce livre aussi. Encore une fois, une de mes lectures préférées du challenge. Franchement, j'ai eu beaucoup de bonnes lectures. Donc là, c'est l'histoire de Nina, qui est une jeune fille Lipan, et de Holly, qui est un esprit du monde des esprits. Donc pendant la grande majorité du livre, on va suivre leur point de vue séparés et ils se rencontrent vraiment que dans une deuxième partie. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant déjà. Donc on apprend vraiment à connaître les deux mondes et leurs histoires. Et petit à petit, il y a l'action qui se met en place. Mais au final, l'intrigue en elle-même est moins importante que ce qu'on découvre sur les personnages et leurs univers respectifs. Et j'ai adoré ce livre, vraiment. Il va peut-être faire partie de mes préférés de 2022. Encore une lecture que j'ai adorée, je me souvenais pas qu'elle avait autant. Three Kisses, One Midnight, par 3 autrices, dont Roshani Chokshi, que j'adore. Donc, au cours d'une même soirée, pendant une fête de l'Halloween, on va suivre 3 meilleures amies qui vont comme rencontrer ou retrouver l'amour. Les 3 étaient super bien écrits, c'était trop beau, c'était plein de magie, j'étais trop fan. Et j'aime la couverture qui quand même montre l'amour et l'automne en même temps. Même si le texte est un petit peu gros, je la trouve vraiment belle. Bon, je suis allée allumer une autre lumière, j'espère que ça va aider. Et je passe au prochain livre, Vespertine de Margaret Rogerson. C'est une des rares couvertures que j'aime avec un personnage dessus, justement, mais je trouve qu'elle attire vraiment l'œil, on peut pas ne pas la voir en rayon. Je suis pas habituée aux couvertures sombres, mais celle-là, elle m'attirait vraiment. Puis bon, j'aime beaucoup l'autrice aussi, donc forcément j'avais envie de lire son livre. J'ai beaucoup aimé l'histoire d'Artemisia, de cet univers où il y a des fantômes, des revenants qu'il faut combattre, cette guerre qu'elle va essayer d'empêcher, et surtout son alliance avec l'esprit d'un revenant extrêmement puissant, très mystérieux. On ne sait pas encore tout à la fin de ce livre. C'est un petit peu frustrant et en même temps je l'accepte bien. J'aime bien quand il reste des mystères à la fin d'une lecture. J'ai adoré leur relation à tous les deux, comment elle se développe. Le personnage d'Artemisia est vraiment particulier aussi. Et l'univers est très bien construit. Donc une très bonne lecture, encore une fois. Même si, comme je disais, c'est pas mon préféré de l'autrice, je l'ai beaucoup apprécié. On avance, je sais que ce bilan est long, mais je vous promets on avance. Prochaine lecture, une vibe totalement différente avec la couverture de Final Gambit, que justement j'aime pour ce côté, j'ai envie de dire presque festif, je sais pas si c'est le bon mot, mais j'aime le côté foisonnant de la couverture, l'écriture comme ça centrale, je trouve que ça rend super bien. 3e tome de The Inheritance Game, il n'est pas encore sorti en français, mais ça ne saurait tarder. Donc la fin des aventures d'Avery et des frères Hawthorne. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais il s'en passe des choses dans ce livre. J'ai ensuite un autre livre que j'ai prêté à une amie, donc j'ai plus le format papier, mais c'est Eternally Yours, qui était mon anthologie de romances paranormales, BIPOC ou LGBTQ, et que j'avais beaucoup aimé aussi. En tout cas, certaines histoires en particulier m'avaient beaucoup plu, d'autres étaient moins, on va dire, moins parlées. Mais la couverture, je la trouve très belle, j'adore les couleurs, j'adore le design et tout qui mêle à la fois le côté romantique et le côté mortel qui va très bien avec les histoires. Le prochain livre c'est The Rose Gate, je suis très fan de cette couverture. Je trouve que ça donne un côté très romantique et doux qui va bien avec une réécriture de La Belle et la Bête. Ça aussi j'en ai fait un petit vlog exprès
Et c'est une réécriture qui commence dans notre monde, mais où une jeune fille va être transportée dans le monde des fées. Donc ça aussi j'aime toujours. Il n'y a pas... Et oui, il y a de la romance, mais c'est une romance qui se construit vraiment à travers le temps, genre très très slow burn. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'écriture, les personnages, l'univers. J'ai trouvé que c'était vraiment bien construit et c'était une chouette lecture pour, en plus, un roman auto-édité. Ça m'a vraiment donné envie de lire plus de cette autrice-là. Je pense que celui-là, ça va vous surprendre. C'est Before the Coffee Gets Cold. Ce n'est pas du tout mon style habituel de couverture, mais je pense que c'est justement ça qui fait que je l'aime et qui m'a attirée vers lui, c'est que c'est différent. Et j'aime toujours beaucoup la couverture, même si le livre en lui-même, je l'ai moyen aimé. C'est plusieurs histoires courtes qui se passent dans un café où en fait il y a un siège spécial où quand on s'assoit et qu'on boit son café, on peut voyager dans le passé et revoir un autre moment de sa vie. Donc le concept hyper intéressant. Les histoires, il y en a qui étaient intéressantes, mais je pense, je sais pas si c'est l'écriture ou quoi, mais j'ai pas tant accroché au final, malheureusement. Monotone Cozy, bien sûr que la couverture est magnifique vu que c'est Carmen qui l'a designé, il est trop beau. Donc ça c'est plus un petit guide de l'automne qu'une lecture vraiment comme un roman ou quoi. Mais je l'ai quand même réussi à le lire en entier, ça m'a donné des idées, j'ai testé des recettes comme celle du brownie. Donc c'était plutôt cool. Et oui, c'est magnifique. Une autre couverture que j'ai beaucoup aimée pour un roman que j'ai moins aimé. C'est drôle, c'est assez inversé au final. Je vous disais qu'il y en avait beaucoup que j'avais adoré dans les tout premiers. Puis maintenant je vous dis j'aime les couvertures, mais l'histoire, bof. C'est le deuxième tome de Royal Special School. J'adore les couvertures des romans jeunesse, les couleurs et tout, je suis trop fan. Et celui-là ne fait pas exception. Malheureusement, l'histoire qui est la fin de cette duologie dans une école assez chic de l'Angleterre où il y a eu des meurtres sur lesquels nos personnages vont enquêter. Ben, cette fin m'a beaucoup déçue, surtout que j'avais vraiment aimé le premier tome et là je sais pas ce qui s'est passé, j'avais l'impression de pas du tout raccrocher les wagons, de pas du tout être dans l'histoire ni rien, je sais pas. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est le livre, mais malheureusement ça ne l'a pas fait. Pourtant c'était vraiment sympa, de la Dark Academia jeunesse, c'est quand même assez rare. Mais ça avait... Il n'en reste plus que 4. On y est presque. On arrive presque au top 3. Celui qui a presque fait le podium, le deuxième tome de l'Empire d'écume, l'impératrice aux éclats d'eau. Clairement, c'est parce que le violet c'est ma couleur préférée. Et que c'est un hardback. Je vais pas mentir, ça m'a influencé. Mais j'aime le style de cette couverture. Voilà, une autre couverture simple que je trouve vraiment belle. Le titre, j'aime comment il est placé. L'histoire était top, j'avais adoré le premier tome et j'ai adoré le deuxième aussi. Je pourrais pas vous dire lequel j'ai préféré parce que je pense que c'est à peu près au même niveau en fait. Mais cet univers de fantasy est tellement riche, les personnages sont hyper intéressants et l'écriture est top. J'aime en particulier le personnage de Jovis qui est un contrebandier qui se retrouve mêlé à une rébellion contre l'Empire, un petit peu malgré lui, et qui a beaucoup d'humour. Le personnage de Lin Sukai qu'on retrouve aussi top. Des nouveaux points de vue qui s'ajoutent. Il y a un autre personnage sur lequel je ne peux rien vous dire, que j'ai adoré suivre dans sa déchéance morale, j'ai envie de dire. Franchement, cette série de fantasy est top. Une autre couverture extraordinaire et sombre, Babel de Rêve Kwang. Franchement, il mérite sa place dans le top 3 parce que la couverture est sublime, je trouve. J'adore à quel point elle est détaillée au niveau des bâtiments. Je l'aime trop. Possible aussi que le fait que j'ai adoré le livre m'influence. Et ce livre était génial. Je sais pas par quel bout le prendre pour vous en parler, mais c'est de la Dark Academia, même si l'aspect principal c'est plus la dénonciation du colonialisme par le biais, ici dans ce livre, de la traduction et d'une certaine forme de magie. C'était hyper bien construit, il y avait plein de réflexions sur le racisme, le colonialisme, la discrimination que j'ai trouvé hyper bien faite. J'ai appris des choses au niveau historique aussi. Le décor d'Oxford, c'est trop beau et c'est comme une beauté empoisonnée un petit peu. Les personnages étaient fascinants, j'ai tout aimé dans ce livre là, franchement. Top.
Lui c'est sûr qu'il va être dans mes lectures préférées de 2022, je peux déjà vous le dire. On enchaîne avec The Sunbearer Trials, que j'ai aussi adoré. Donc quand même il y en a où la couverture et l'intérieur vont de pair. Donc ça me faisait penser un petit peu à un Percy Jackson, mais version mythologie mexicaine et avec plus de diversité. On a quand même Hayden Thomas qui a écrit ce livre. Couverture trop belle, j'adore les couleurs. Je m'en suis pris une autre édition d'ailleurs de chez Barnes & Noble que j'aime beaucoup aussi. Et dans celui-là, on a une compétition entre des demi-dieux pour voir lequel va devenir un porteur de lumière et lequel va être sacrifié pour empêcher que les divinités sombres puissent revenir dans le monde. Donc c'est comme, tu peux avoir le plus grand privilège et tu peux aussi mourir. C'est dangereux comme compétition. Les personnages étaient super. L'intrigue était sympa, même s'il y avait des choses assez prévisibles. Et l'univers était top, avec toute cette mythologie mexicaine retravaillée. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Et j'ai extrêmement hâte de lire la suite vu comment ça se terminait. En plus c'est une duologie, donc ce sera suite et fin, ce qui est pas mal. Et la toute première place de ce podium, Garland de V. Schwab. Mon édition spéciale de Waterstone que je trouve sublime. Voilà. Il mérite sa première place, je pense. Le dernier, V. Schwab, qui est assez court et qui... Je sais pas si je le mettrais dans jeunesse ou young adulte, parce qu'il y avait un petit peu des aspects des deux. On a le personnage d'Olivia qui est une orpheline dont les parents sont tous les deux morts de façon assez étrange. Sa mère lui a laissé des carnets, mais assez incompréhensible. Elle vit dans un orphelinat où ça se passe pas super bien, surtout qu'elle est muette, donc ça fait qu'elle est encore plus l'objet de brimade. Elle a aussi le pouvoir de voir des ghouls, des espèces de fantômes, mais disloqués, qu'elle garde secret bien sûr. Et sa vie va changer le jour où l'orphelinat va recevoir une lettre de son oncle qui va l'inviter à revenir dans la propriété familiale de Garland qui est pleine de secrets et de dangers. J'ai adoré toute l'histoire, ça aurait vraiment pu être un coup de cœur, mais la fin, j'ai trouvé vraiment un petit peu trop rapide, malheureusement. Ça n'empêche pas que la couverture est sublime. Donc voilà pour mon classement des romans. Mon dieu que c'est long, mais j'en ai vraiment lu beaucoup. Je vais essayer de faire bref pour les BD et les mangas que j'ai lus. J'ai pas trié par couverture ceux-là, mais bon, c'est pas très grave. On avait Coffee Moon, qui est je pense ma découverte de l'année niveau manga. J'ai adoré cette histoire de deux jeunes filles qui sont piégées dans une espèce de boucle temporelle assez sombre et dans un monde où il pleut tout le temps. Ça allait vraiment bien pour l'ambiance automnale. La suite sort en janvier, j'ai très hâte. J'ai continué les carnets de l'apothicaire, je suis toujours hyper fan. Également le deuxième tome de Wandering Witch que j'ai trouvé quand même beaucoup plus sombre que le premier. J'aime toujours beaucoup et j'ai prévu la suite pour le Cold Winter Challenge. Une autre découverte que j'ai adorée, c'est, je les tiens dans tous les sens, La sorcière aux champignons. Franchement, petit coup de cœur aussi pour ce manga là, j'ai trouvé ça très intéressant comme histoire. Surtout le premier tome je pense encore plus. Le deuxième il y a une histoire qui embarque et j'ai besoin d'en dire plus pour savoir. Mais le côté magie des champignons était tellement bien fait dans cette série là, je suis trop fan. J'avais aussi prévu de lire le deuxième tome de Witch et j'ai même lu le troisième. C'est des relectures de l'enfance pour moi, mais je me régale de retrouver ces personnages, leur rôle de gardienne et en même temps leur vie d'adolescente. J'aime trop et je suis toujours hyper fan des dessins. Donc là c'était tous ceux que je m'étais acheté, il va falloir que je rachète la suite. J'ai aussi lu Le Garçon Sorcière que j'ai trouvé sympa, mais j'ai pas été aussi extatique que j'ai vu beaucoup de monde l'être. J'ai bien aimé ce côté de questionner les rôles des genres et tout, le côté métamorphe, magie, mais il me manquait un petit quelque chose pour vraiment accrocher à l'histoire. Pour des lecteurs plus jeunes par contre peut-être qu'ils auraient pas, probablement qu'ils n'auraient pas ce problème. J'ai aussi les deux autres tomes que je vais peut-être lire pour cet hiver parce qu'il me semble qu'il y en a un qui a une couverture hivernale. J'ai également Les Cousines Vampires. Je sais plus si je vous en avais parlé de celui-là, mais c'est une fille qui va retrouver une cousine qu'elle n'a pas vue depuis des années et en fait cette cousine est devenue vampire. C'est très clair pour nous en tant que lecteur, mais elle, le personnage, elle l'ignore complètement jusqu'à la fin. Et je l'ai trouvé vraiment pas mal. J'aurais même dit que c'était une bonne lecture, mais la fin, je comprends toujours pas comment ça peut être la fin.
Et ça a un petit peu gâché ma lecture et je suis allée lire des avis d'autres personnes qui pensaient comme moi. Il me reste 3 BD, j'essaye d'embrayer rapidement. D'abord Shadowman qui était sympa niveau concept parce qu'on a un homme qui est habité par un Loa, un esprit je pense dans les croyances, la religion vaudou, et qui va essayer de combattre les esprits des morts qui veulent du mal aux vivants et d'essayer d'empêcher les deux mondes de se rencontrer. L'histoire franchement était vraiment bien, un petit peu plus gore que ce dont j'ai l'habitude. Ce qui m'a dérangé en fait c'est que les deux auteurs sont deux hommes blancs qui écrivent donc sur un personnage noir, qui écrivent sur le vaudou qui est quand même une religion, je pense semi-fermée ou fermée, qui est vraiment associée à un aspect culturel que ces auteurs là n'ont pas. Donc ça c'était un petit peu quelque chose qui a gâché ma lecture. J'avais aussi Vampiria Acquisition. Il est temps que je finisse cette vidéo. Inquisition, qui est dans le même univers que les romans, mais qui suit d'autres personnages. Il y avait un côté un petit peu Roméo et Juliette, amour maudit dans ce premier tome. J'ai trouvé que... En fait, j'ai été surprise, je vais plutôt le dire comme ça. J'étais vraiment surprise parce que je m'attendais pas à tout ce qui s'est passé dans cette histoire. Victor Dixon arrive toujours à me surprendre. Je l'ai trouvé intéressant, mais je suis pas encore 100% convaincue. Faudrait que je vois avec le deuxième. Les dessins sont très beaux, c'est quand même vraiment sanglant aussi. Pour moi, c'est plus que ce que j'ai l'habitude de lire, encore une fois. Mais je pouvais passer au-dessus. Il y avait quand même des choses intéressantes et qui m'intriguent, donc je serais assez intriguée pour continuer, mais on va dire que je suis un peu mitigée ou lecture moyenne. Et la troisième BD aussi qui m'a laissé un peu cette impression, les BD c'était pas le succès décidément, c'est Magic, la fillette aux cheveux violets. J'ai beaucoup aimé le style de dessin, ça me donnait vraiment un côté un peu les personnages de jeux vidéo et tout. Je trouvais que c'était très sympa sur cette petite fille qui est l'héritière d'une grande sorcière qui malheureusement a disparu quand sa maison a été brûlée par des hommes qui font la chasse aux sorcières. Elle a 7 ans dans l'histoire et c'est difficile parce que tout ce qu'elle fait c'est vraiment pas des choses qu'un enfant de 7 ans ferait. Je trouvais qu'il y avait aussi des manques dans la narration, comme si on avait des parties qui étaient coupées et ça me dérangeait un petit peu pour la fluidité de l'histoire. Non, même si les dessins étaient très beaux et si l'histoire avait du potentiel, j'ai eu du mal à accrocher vraiment. Et pareil, ce serait une lecture assez moyenne. Pas mauvaise non plus, mais pas folle. Voilà pour le bilan. Maintenant, il me reste juste 2 jours pour finir The Dark World. Parce que oui, je l'ai enfin commencé après des années, ça y est, je le lis. Et même si j'ai commencé que quelques chapitres, j'aime déjà beaucoup l'écriture Schwab magique à chaque fois. Mais vous comprenez pas le soulagement que j'ai à enfin lire ce livre après 4 ou 5 ans à le mettre dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et à ne pas le lire. Genre j'ai l'impression de vivre l'accomplissement de ma vie là, au moins. Et l'autre que j'ai aussi que je dois vraiment finir c'est A Soul to Keep que j'ai en e-book et que j'ai mis de côté depuis vraiment longtemps parce que j'avais des services presse à lire et d'autres livres comme celui-là que je voulais absolument finir. Donc lui aussi ce serait bien si je pouvais le lire avant la fin du challenge. Tant pis si ça déborde un petit peu sur décembre, c'est la vie. Mais je vais tout faire pour lire le maximum de ces 2 livres avant le 30 novembre minuit. Je pense que cette vidéo est déjà extrêmement longue. Mais j'espère que vous aurez aimé ce petit bilan. Dites-moi si c'est quelque chose que vous aimeriez voir plus souvent sur ma chaîne parce que c'est vrai que je n'en fais pas beaucoup. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette espèce de classification par couverture. J'essaye de trouver des façons différentes de faire à chaque fois. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire non plus. J'aimerais aussi beaucoup savoir vous si vous avez fait le challenge, combien de livres vous avez lus ou qu'est-ce que ça a été vos livres préférés, comment s'est passé le challenge pour vous. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo parce que demain, pour vous, j'attaque les vlogmas.